Bonjour tout le monde. Alors il y a un moment, je vous avais dit dans que dans le cours, je vous montrerai comment est-ce que on crée des composants à soi. Donc on va arriver à ça. J'y suis pas encore tout à fait, mais on va attaquer une autre partie, notamment. J'espère que c'est la bonne. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est l'histoire des layouts. Vous vous souvenez, les layouts, ce sont des objets qui représentent des politiques de placement. Donc vous avez les containers, des objets qui peuvent contenir d'autres objets, et puis la question, c'est la question de la représentation visuelle de ce contenu, de cette relation contenant-contenu. Et donc évidemment, le placement des objets contenus, il va se faire via une politique de placement qu'est le layout. Grille, tout ce que vous voulez. Alors, on peut avoir besoin de créer soi-même son layout, ou alors si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne un layout, eh bien, vous pouvez essayer d'en créer un vous-même. Donc ça, c'est une bonne façon, si vous voulez vraiment savoir comment marche un composant swing, eh ben, vous essayez d'en créer un vous-même, vous allez voir. Vous allez être obligé de déployer toute la mécanique. Donc on va faire ça. Et on va commencer par le layout. C'est pas trop compliqué en fait le layout. Et on va essayer donc de créer un layout. Alors c'est pas forcément facile de créer un layout intelligent parce que la plupart de ceux dont on a besoin, ils existent déjà. Donc c'est pas grave, j'en ai créé un qui fait quelque chose. C'est juste histoire de s'amuser à faire ça. Donc comme je vous l'ai dit, le layout, c'est simplement un composant du stratégie pattern. C'est-à-dire dynamiquement, vous allez pouvoir modifier un algorithme. Donc vous avez une interface qui représente l'algorithme qui va réaliser quelque chose, et puis vous en avez autant d'implémentations que vous voulez. Et évidemment, votre composant, il utilisera une relation pour pouvoir déclencher l'algorithme qui a été choisi dynamiquement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est évidemment quelle est l'interface de ces layouts-là, tous les layouts. L'interface de base, c'est celle de AWT. Donc c'est l'interface Layout Manager, qui n'a pas beaucoup de méthodes. Si vous regardez Layout Manager, 1, 2, 3 ici, et puis il y en a deux autres qui vont arriver derrière. Il y a 5 méthodes dans Layout Manager. Alors vous avez Add Layout Component, alors qui prend 2 paramètres. Alors ça c'est un peu obsolète maintenant, mais c'est pas très grave, mais c'est encore valide, disons, pour les layouts un peu anciens comme Border Layout. Vous vous souvenez, pour Border Layout, il faut mettre une contrainte. Quand vous associez un élément dans le layout, dans le container, vous ne dites pas juste j'ajoute le composant, mais vous dites je veux le mettre au nord, au sud, à l'ouest, à l'est et puis au centre. Donc non seulement vous dites, vous peuplez le container, mais en plus, au moment où vous peuplez le container, vous rajoutez une contrainte pour dire je voudrais que ce machin-là soit à tel endroit. Donc vous allez associer à l'objet dans la relation une propriété. Alors bien sûr, ça c'est une propriété qui ne concerne que le layout, que la politique de placement. Vous pouvez toujours mettre la contrainte, je sais pas quoi, au nord pour un layout qui ne l'interprète pas, ça ne change pas le problème. Si vous prenez un flow layout et que vous faites un add du composant avec la contrainte border north, ça fait juste rien. Ça fait quoi? Ça fait en fait simplement que le layout flow layout, il va recevoir cette contrainte-là, donc il va dire ah ouais tiens en fait on a rajouté le composant avec la contrainte machin, bah il s'en fiche. Il oublie la contrainte. Pour lui, ça n'a aucune importance. Ce qui l'intéresse, c'est l'ordre. Pour le flow layout, c'est l'ordre dans lequel vous avez inséré les éléments. Donc vous avez une méthode qui est adaptée pour certains layouts. Ceux qui ont besoin d'une contrainte. D'accord? Alors bien sûr, il y a aussi cette relation est vivante, donc vous pouvez enlever des composants dans un container. Donc bien sûr, ça va l'enlever du container, mais il faut aussi prévenir éventuellement le layout. Donc vous avez aussi une méthode qui sera appelée par le container s'il a un layout associé pour prévenir le layout que le composant a été enlevé. Ça peut servir au layout pour prendre une décision X ou Y. Ah,
Ça, c'est la mécanique importante. PAC. Vous vous souvenez la méthode PAC, par exemple? PAC, c'est une méthode qui fait quoi? Donc, vous lancez sur une J-frame, et c'est pour faire en sorte que votre J-frame ait une taille raisonnable. Parce que sinon, quelle est la taille de la J-frame? C'est un peu compliqué à déterminer. D'un point de vue algorithmique, je vois à peu près comment il faut faire. Je vais prendre tous les objets contenus dans la J-frame. Pour chacun des objets contenus dans la J-frame, je vais descendre récursivement. Puis pour chaque objet, je vais lui dire, toi, c'est quoi la taille que tu veux bien? Et puis je vais essayer de composer tout ça pour essayer de reconstruire une taille raisonnable. Pas forcément facile, mais on peut faire ça. Bon, en fait, comment ça marche? C'est bien sûr, tout ça est bien sûr dépendant du layout. La taille que doit prendre la J-frame, bien sûr, sera dépendant du layout que la J-frame, ou son composant principal, utilise. Si vous avez mis un layout qui dispose des objets verticalement, ça ne sera pas la même taille que si vous décidez de prendre un layout qui a plutôt qui a comme préférence de les mettre horizontalement. Donc, c'est exactement le propos de la méthode Preferred Layout Size pour un layout manager. Et c'est si on vous donne un container, vous vous débrouillez là-dedans, vous implémentez un algorithme qui fera en sorte de renvoyer une dimension qui devra être utilisée par le composant concerné. Bon, puis après, il y a deux autres méthodes. Il y en a une qui est Minimum Layout Size, qui a priori peut être utilisée pour déterminer la taille minimale nécessaire à représenter les composants. Donc Preferred, c'est la taille que vous aimeriez bien. Minimum, c'est le truc en dessous duquel il vaut mieux pas descendre, sinon on verra plus rien, c'est ça que ça veut dire. C'est ça le sens. Et puis surtout, vous avez l'autre méthode importante, c'est Layout Container. Là, il y a un moment, on va vous dire, bon, alors maintenant, placez-moi les objets. C'est bien beau de me dire que pour pouvoir placer les objets, il vous faut une taille de 500 par 600. Mais à un moment, le composant, il dit, maintenant, dis-moi quelle est la coordonnée pour le bouton machin, quelle est la coordonnée pour la scroll bar, où est-ce qu'il faut les placer. Et donc, c'est là-dedans que se produit toute la mécanique du placement des objets. Vous associez un layout manager à votre composant, à votre container. Quand le container a besoin d'être dessiné, il va appeler la méthode layout container de son layout pour récupérer, pour obtenir le placement de tous les objets. Alors vous avez maintenant une autre interface qui est propre à Swing, pour les managers de Swing, pour les layout managers de Swing. Donc le layout manager 2, vous avez quelques petites méthodes supplémentaires. Alors par exemple, vous voyez, on a rajouté maximum layout size qui n'existait pas avant. On avait préféré des minimums. Maintenant, il y a maximum, sachant que ça ne fait pas grand-chose aujourd'hui, ces machins-là. On a la possibilité d'invalider un layout. Donc quand on n'est pas content du placement des objets, on peut forcer à invalider le layout. Je ne sais même plus à quoi ils sont utilisés celles-ci, alignement X, alignement Y, je ne sais plus. Il faudra regarder la documentation. Et puis surtout, c'est le Add Layout Component. Cette fois, en fait, on a généralisé le cas où on veut ajouter des contraintes associées à un composant. Dans le Layout Manager d'origine de AWT, la contrainte, c'était nécessairement string. Là, en fait, c'est n'importe quel type d'objet. Vous pouvez représenter vos contraintes comme bon vous semble. C'est ça qui est essentiel. Alors en fait, des exemples de layout, vous pouvez en trouver un si vous voulez dans le tutoriel Java. Il y en a un qui s'appelle le diagonal layout, qui n'a aucun intérêt si ce n'est que celui d'illustrer le mécanisme. Donc vous lui mettez des boutons, et il organise toujours cette forme-là. Puis moi j'en ai créé un autre. Il n'est pas très malin non plus. En fait, il vous arrange les composants verticalement. Et puis simplement, vous voyez les tailles de telle sorte que sur le côté, là, vous avez une sinusoïde qui est dessinée. C'est vraiment sans intérêt. Hein. Alors on va regarder comment est-ce qu'il fonctionne, et vous allez voir que c'est pas très mystérieux. Faut que je le retrouve.
Le problème, c'est que je sais jamais où est-ce qu'il est caché, celui-là. Je crois que je l'ai mis dans un endroit spécial. Il me dit c'est disponible depuis la page du cours, mais je sais pas. Ah! C'est dans un autre répertoire, je crois. Voyons voir. Où est-ce que j'ai caché ça? Alors. Ok. C'est dans un autre répertoire. Le voilà. Alors, faut que je trouve le programme principal. Non, ça doit être là en fait. Le programme principal, il n'y a rien de bien mystérieux. C'est sinexemple.java. Donc c'est vraiment une application toute bête, hein. Vous voyez, je crée 25 boutons. À l'intérieur du content pane d'une JFrame. Et puis simplement dans le container, associé au container de cette JFrame, j'ai un layout que j'ai créé moi-même, qui est SceneLayout ici, et qui est une classe qui appartient à un package que j'ai créé moi-même. Donc on va aller regarder en fait ce que c'est que ce SceneLayout. Et puis il a des paramètres. Si c'est 100, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais on va regarder justement ce qu'il fait exactement. Donc peut-être d'abord je vais essayer de compiler pour voir si ça marche. Est-ce que les sources sont déjà compilées? Apparemment c'est déjà compilé, donc essayons. Ok. Ouais, alors voilà. Donc 1, 2, 3, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais peu importe. Donc vous voyez, hein, ça fait ces espèces de sinusoïdes. Alors je pense que le nombre, ça doit être contrôlé par, je sais pas quoi, 5, 6. C'est peut-être le nombre de boutons dans une sinusoïde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça doit être ça. Et l'autre paramètre, c'est je crois la taille minimale, la largeur minimale en delà de laquelle je descends pas pour faire joujou. Donc vous voyez que par exemple, quand j'ai pas la place, j'arrête de faire le malin. Hein, pour éviter de réduire les boutons à quelque chose de trop ridicule. Bon, c'est juste pour l'exemple. Hein. Alors oui, derrière, il y a des choses qui s'affichent, donc on va regarder à quoi ça correspond. Mais... Ok, alors regardons comment fonctionne ce machin-là. Donc c'est dans UPD, JBY, SceneLayout. Il n'y a pas d'autres classes, donc tout est là-dedans. Et puis j'ai implémenté les différentes méthodes. Hein. Donc c'est un layout manager simple, donc j'ai simplement implémenté les 5 méthodes qui étaient demandées, donc add layout component, remove component, le layout, le get preferred size, et puis le minimum size. Bon, il y a des paramètres à ce scene layout, peu importe, mais vous voyez, là je vais m'intéresser au constructeur qui est le nombre de composants par cycle, donc c'est ça, si j'avais mis 6, c'est pour ça que j'ai 6 boutons qui sont organisés de telle sorte que leur bord forme une espèce de sinusoïde, très bien. Et puis zénith, c'est en fait... ok, on verra ce que ça fait exactement. Alors ça fait pas grand chose, vous allez voir que j'ai pas implémenté beaucoup de choses. Le add layout component, je m'en fiche, j'ai mis une méthode vide, j'ai fait une implémentation nulle. Il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire je dis pas que je veux une particularité, enfin quelque chose de particulier pour tel composant. Je les range les uns derrière les autres, et puis on va les prendre dans l'ordre et on va décorer, on va les retailler de telle sorte que leurs bords forment. On va les
On va les retailler et les placer de telle sorte que leurs bords forment de chaque côté une espèce de sinusoïde. Ok? Donc le add layout component, c'est ignoré. Ce composant, il n'utilise pas de contraintes particulières. Bon, ça c'est une méthode privée. Le layout container, on verra. Le minimum layout size, on va avoir aussi. Et puis préféré de layout size, on verra aussi. Remove layout. Bon, ben là simplement, j'ai forcé le repaint du composant, mais c'était pas strictement nécessaire. Je reviendrai peut-être là-dessus après, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. J'aurais pu mettre une méthode vide, ce qui est normalement l'implémentation par défaut, mais il y a un petit inconvénient à faire ça. Enfin, un inconvénient, non, il faut savoir exactement à quoi ça correspond. Alors, effectivement, les deux méthodes qui m'intéressent, c'est surtout préféré de layout size. Bon, minimum layout size, oui, j'ai fait un calcul aussi, mais c'est surtout préféré de layout size qui est intéressant. Et puis le layout container. Donc, l'algorithme qui me permet de retrouver la dimension qu'on aimerait bien avoir pour pouvoir dessiner correctement ce qu'on souhaite, et comme on le souhaite. Et puis, layout container, l'algorithme qui fait effectivement le placement et la retaille des composants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Peu importe, je ne vais pas détailler l'algorithme dans son exactitude, mais le point à noter, c'est que à partir de ce moment-là, donc pour chacune de ces méthodes, j'ai fait une opération très particulière. Donc vous voyez que préféré de layout size, c'est une méthode qui va être appelée avec comme paramètre le container qui doit être décoré avec ce layout. D'accord? Et la première précaution que j'ai prise ici, qu'il vaut mieux prendre, c'est le fait que je vais prendre un verrou sur toute l'arborescence en dessous de ce container. Parce que le problème, c'est que là, je tombe dans des histoires de concurrence, et donc il n'est pas impossible qu'une autre partie de l'application s'amuse à éventuellement enlever un composant pendant que je suis en train de faire ces calculs-là. Donc en prenant le verrou, c'est sûr, cette opération ne se produira pas. D'accord? Donc je verrouille. Dans plein de cas, c'est pas très grave si vous ne verrouillez pas, mais il vaut mieux le faire, sinon vous allez avoir des ennuis. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus. Si ça y est, c'est bon. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous voyez que simplement, je récupère la liste des composants. Je prends tous les composants du container, donc avec la méthode getComponent, je prends un itérateur là-dessus. Et puis, je vais parser tous les composants pour déterminer exactement s'ils sont visibles ou pas. S'ils sont visibles, je vais récupérer pour chaque composant quelle est la taille qu'ils aimeraient bien avoir. Donc là, j'interroge chacun des composants. Toi, c'est quoi la taille que tu aimerais bien avoir? Il me répond 100, 1000, 500. Chaque composant répond son truc. Il va lui-même faire son calcul. Si ce composant est lui-même un container, on va interroger le layout du container et puis on va descendre, peu importe. Au bout d'un moment, je récupère une donnée. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. Donc j'accumule toutes les hauteurs. Vous voyez que je compte toutes les hauteurs de chaque composant. Et puis là, qu'est-ce que je fais ici? Je récupère aussi toutes les largeurs que les composants me demandent. Enfin, ils disent, moi j'aimerais bien avoir 1000 en large, 500. Donc je les accumule. Et simplement, moi je fais le calcul avec mon espèce de sinusoïde. C'est tout ce que je suis en train de faire. Donc à la fin du compte, j'accumule toutes les largeurs et toutes les hauteurs. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, je vais y arriver. J'accumule toutes les hauteurs des composants. J'en profite aussi pour chercher quelle est la plus grande taille, la plus grande largeur qu'on me demande, enfin qu'on me propose. Et puis à la fin, je fabrique un objet de dimension qui représente cette largeur, cette hauteur-là. Bon, pour minimum, je fais exactement le même algorithme, mais vous voyez que la seule différence, c'est qu'au lieu de demander aux composants leur preferred size, je leur demande leur minimum size. Et c'est ça qui me permet de déterminer la taille minimale pour un container. Il suffit simplement que je demande à chacun des composés, enfin chacun des composants qui sont à l'intérieur, leur taille minimale. J'arrange tout ça et ça me permet de déterminer la taille minimale du composant. Bon, puis après je les range. C'est tout bête. C'est-à-dire qu'une fois que le container souhaite être dessiné, eh bien, il va demander au layout container de faire l'opération consistant à
à placer les composants aux bons endroits. Donc à les retailler et à les placer. Je vais y arriver. Ça fait deux choses. Vous devez retailler les composants, si nécessaire bien sûr, et puis les placer. Donc là, toujours pareil, hein, je prends un verrou sur le container, et puis j'extrais tous les composants, et puis justement je calcule à la fois leur taille, et puis leur position. Donc vous voyez que ce que je fais à chaque fois, c'est que je les place. Pour chaque composant, je détermine quelle sera sa place. Et puis, pour chaque composant, je détermine aussi quelle sera sa taille. Donc chaque composant contenu par le container C va être placé et retaillé. C'est aussi bête que ça. Donc toutes les tailles que vous voyez ici, les messages qui sont affichés ici, c'est les messages qui sont affichés par la méthode layout container. Donc à chaque fois que je retaille j'ai terminé le truc, mais à chaque fois que je retaille le layout, on va déterminer les dimensions qui vont bien. Ok? Donc voilà, il n'est pas intéressant, mais ça permet de comprendre exactement ce qui se passe. Ah oui, alors juste pour terminer, puisque je voulais juste dire un mot quand même, je dis que je reviendrai sur le Remove Layout Component. Il y a un effet toujours un peu compliqué quand vous ajoutez ou quand vous enlevez des composants dans un container, quand vous le faites dynamiquement. Il y a toujours des effets un peu bizarres. Parce que si, notamment quand vous enlevez des composants, vous ne voyez pas l'effet immédiat sur le composant. Vous avez un container qui contient 20 boutons, et parfois vous demandez à enlever un bouton, et bien sûr ça n'apparaît pas immédiatement. Donc quel est le problème? Il y a des centaines d'articles à ce sujet sur Internet pour savoir comment faire en sorte que dynamiquement le container soit retaillé de la bonne manière. Il y a un truc aussi, ce qui manque en fait, c'est qu'il y a un problème de dessin souvent. Alors le fait est que normalement la méthode... Alors pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Parce qu'en général, il vaut mieux éviter de retailler systématiquement chaque container dès que vous enlevez un objet qui est contenu dedans. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux faire, c'est enlever tous les objets dont vous n'avez plus besoin, et ensuite retailler. Et ça, on ne peut pas déterminer par avance combien d'objets vous souhaitez enlever. Donc quand vous enlevez un objet, en gros, il se passe pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est retailler, il faut redéclencher soi-même le dessin du composant. Donc là, simplement, j'ai un layout qui, lui, fait la chose qui, normalement, n'est pas conseillée. Il force le dessin du parent du container à chaque fois que vous enlevez un composant. Donc c'est ça l'astuce que j'ai mise dans le Remove Layout Component. C'est pas une bonne chose, mais celui-là, il est agréable, c'est que dès que vous enlevez un composant, il va être retaillé correctement. Ce qui n'est pas le cas quand vous utilisez un layout normal. Pour la raison que j'ai dite, c'est qu'il vaut mieux fonctionner en mode, entre guillemets, transactionnel. C'est-à-dire que vous enlevez. Quand vous avez terminé, vous déclenchez vous-même manuellement le redessin du composant concerné. L'heure à tourner, on s'arrête là pour aujourd'hui.